Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Arthur Clerget. Arthur, je peux te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, déjà, merci Marvin pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors moi, je suis judoka passionné. J'ai commencé le judo à 3 ans, fils de professeur, de deux professeurs de judo. Et puis, j'ai jamais arrêté. Autant dire que j'ai grandi dans un dojo pour en faire mon métier. C'était beau, c'était ma carrière professionnelle que j'ai entamée, on va dire vers les 16 ans de sportif de haut niveau, pour arrêter il y a quelques années mon parcours d'athlète, voilà, de combattant en équipe de France de judo. Et aujourd'hui, je suis en reconversion et bientôt, je suis étudiant psychomotricien. Et voilà. Eh bien, merci. Merci de prendre le temps. Alors, vous voyez, encore une fois, on a une personne qui prend du temps. Il est très occupé. Il est en train de passer ses partiels. Et il prend du temps. Donc, surtout, allez le soutenir sur les réseaux sociaux. Il a Instagram. Il est hyper actif. Il donne des conseils pédagogiques. On va dédier une des interviews là-dessus. On va faire 3 interviews avec lui. Une sur des conseils pédagogiques, une sur des conseils sport-santé et celle d'aujourd'hui qui va porter sur la mobilité. Donc vraiment, allez le soutenir, vous allez voir, il a toujours plein d'exercices. Moi, je lui en pique plein pour faire avec mes jeunes et mes moins jeunes même. Donc voilà, vous allez voir, c'est intéressant. On vous mettra le lien, bien sûr, en description. Qu'est-ce que c'est pour toi, Arthur, la mobilité? Ah, t'as 3 heures devant toi. Non, non, mais pour faire rapide, c'est le moyen de trouver des espaces et des accès à un changement de posture, à un déplacement, à une orientation, à des actions avec son propre corps. Voilà, Hmm. je dirais dans l'espace. Maintenant, dans un but un peu plus fonctionnel, le but c'est quand même, on est quand même des combattants. Je pense que c'est les combattants qui t'écoutent. C'est quand même d'aller vers l'économie du geste, parce que voir l'efficience, donc dépenser le moins d'énergie pour avoir le meilleur résultat, quoi. Donc voilà, Oui. le judo, ça reste ça. Je vais parler pour ce que je connais. C'est quand même le meilleur emploi de l'énergie. C'est l'adaptation. Et je pense que placer son corps dans une intention d'économie d'énergie et d'efficacité, ben, parfois on a besoin d'avoir une certaine disponibilité dans nos segments, dans notre corps pour atteindre ce but. Et comment tu la travailles d'ailleurs, cette disponibilité? Quels exercices tu peux conseiller à quelqu'un qui voudrait travailler cette disponibilité? Je pense qu'il faut déjà un peu plus s'écouter, c'est-à-dire que j'essaie d'expliquer aux gens que j'accompagne, à des élèves, que chacun a sa mobilité, chacun a son schéma moteur, sa structuration du mouvement qui lui est propre, qui est son histoire à soi. Maintenant, ça se pratique, ça s'entraîne, mais ce que je veux dire, c'est que loin de moi l'idée d'aller faire des exercices particulièrement. Je pense qu'il faut avoir une intention de trouver ses espaces à soi. Hmm. C'est-à-dire, euh, on peut aller vers des exercices assez spécifiques, fonctionnels. En plus, il y a toute une tendance dans la préparation physique que je valide, hein, que j'adore, de la mobilité, du mobility training. Vous trouverez, je sais pas combien de contenu sur les plateformes. Mais je pense sincèrement qu'il faut avoir une intention assez simple d'explorer par soi-même ce qui est possible. On peut parler des écueils, des dangers. Je pense que j'ai passé 10 à 15 ans de ma vie à vouloir m'étirer, à gagner en mobilité, en souplesse, parce qu'on te dit assouplis-toi, ce sera bien pour toi. Finalement, tu mets pas trop de sens, tu sais pas trop pourquoi. Donc tu fais quoi? Ben tu tentes du Jean-Claude Van Damme, des grands écarts, tu tentes des choses. Et finalement, tu fais que stresser ton organisme et tes tissus, tes capsules articulaires, tes tissus musculaires, parce que tu es dans une intention de tirer. Et voilà, l'approche stretching tiré, pour moi, c'est le plus grand écueil, le plus grand défaut. Faut aller explorer par soi-même avec vraiment une grande compassion pour son corps, vraiment une grande demande de s'il te plaît, mon petit gars, on essaie de voir ce qui est possible. Dans ce qui est possible, c'est l'approche très yoga pilates où on prend des appuis, on respire et on voit les possibilités que nous donne notre corps. Et j'insiste sur le fait qu'il faut sortir un petit peu des mouvements conventionnels. Mhm. On a tous besoin de se raccrocher à des choses, hein, c'est sûr, encore plus pour les plus jeunes. Mais je pense sincèrement, moi je m'inspire beaucoup de la danse dans mes études, dans ma pratique, parce que finalement, le mouvement spontané improvisé nous emmène
dans des choses plus confortables, dans une intention plus douce. Le corps nous le remercie et on a accès à des choses plus efficaces et finalement, ça se rapproche du combat. Parce que dans le combat, on n'est pas dans des choses si structurées que ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, Déjà, tu parles des différents types de souplesse, et ça, je trouve ça intéressant. De plus en plus, on en parle. Avant, on disait, comme tu disais, que Jean-Claude Van Damme, la souplesse statique et le grand écart. Est-ce que toi, tu conseilles de faire, par exemple, des étirements actifs? Tu en as ou tu déconseilles ça? J'ai pas assez de connaissances et là, je laisse la place au kiné, au préparateur physique pour aller scientifiser, objectiver ce qui se fait de mieux, ce qui a le plus de résultats. Je pense sincèrement qu'il faut aussi se ressentir et s'approprier ce qui nous correspond. Si le pratiquant il a besoin de se rassurer sur des choses comme du contracté relâché, voilà, moi je suis plus adepte de choses prises d'appui respiration parce que je pense que c'est des choses où, enfin, les résultats sur moi ont correspondu, c'est tout, ça me correspond. Hmm. C'est-à-dire que trouver des appuis, respirer et avoir une intention de détente m'a donné sans Mhm. le vouloir. J'avais vraiment une intention d'avoir aucun but. Mais finalement, j'ai accès à des mouvements que je n'avais pas quand je tirais dessus comme un âne quand j'étais athlète, sur mes épaules, mes hanches, mon dos, etc. Et maintenant, moi, j'apprécie beaucoup quand même tout ce qui est quand même en début de séance, si je dois faire une séance Hmm. mobilité. Moi, c'est mes routines quotidiennes, mais des fois, on cible 1 heure dans la semaine. Bah, c'est les rouleaux de massage. Je pense que clairement, l'approche trigger point, c'est quand même une porte d'entrée efficace pour tous. Parce que on donne une afférence sensorielle, on donne un appui. Et clairement, bah, on vient se connecter. Le mental, tout doucement, est un peu moins turbulent. On vient ressentir par un appui fort sur la balle, le rouleau de massage. Ouais. Ça a son efficacité par toute la théorie des triggers, hein, trigger point. Pareil, je laisse toute cette connaissance au PP, au prépa physique et au kiné. Mais tout est bon, du contracté relâché, mais finalement, voilà, j'ai beaucoup de mon entourage qui est kiné. Il s'avère que la mobilité active amène quand même plus de résultats que tirer pour tirer. Voilà, mais c'est pas ma science. Je te rejoins, c'est vrai que voilà, faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'on fait un grand écart qu'on arrivera à mettre un high kick et c'est pas parce qu'on fait un high kick qu'on arrivera à faire le grand écart. C'est quelque chose, peut-être qu'on en parlera sur le podcast de la péda. Je crois que tu Mm, veux faire un truc sur la pédagogie. C'est est-ce qu'on fait des choses de manière très descriptive, et il en faut des repères mm, parfois, ou sensoriels, ou symboliques. Et là, on est sur les 3 plans. Par exemple, bah, dans le yoga, il y a ces 3 approches. Enfin, dans toutes les sciences, je pense, dans mm. toutes les sciences du mouvement, toutes les cultures finalement. Mais il faut un peu de tout. Et je pense qu'on est vite rassuré dans le descriptif, analytique. Il faut faire ça parce que j'aurai ça, Mm. mais c'est bien plus complexe, et le mouvement et le combat et la vie. Donc, faut sortir un peu de cette grille de lecture du mouvement et aller certainement vers quelque chose de sensoriel, de qu'est-ce que je ressens quand je fais ça, qu'est-ce qui me correspond Mhm. pour avoir un certain état tonique, un certain état affectif, ou alors une symbolique. C'est le jeu plutôt du yoga, moi. C'est pas ma façon de décrire d'entraîner ou de donner des cours de mobilité, de taïso. Mais dans le yoga, on donne des grandes symboliques Mm. d'arbres, euh, de l'enfant, des choses du biomimétisme, et au moins comme ça on se représente, et tout de suite ça vient donner des ancrages, quelque chose de moteur. Mm. Donc voilà, chacun sa porte d'entrée, mais c'est vrai que attention au truc très descriptif. Tu mets ta hanche comme ça, t'auras ça, et tu tires ça pendant 10 secondes, t'auras ça. À un Ouais, moment donné, en fait, ça évite ce qu'on recherche. On recherche de la détente, et là, on crée un stress cognitif qui mm. donne un stress mécanique. Bien sûr. Oui, le corps et l'esprit sont tellement liés que. Ah oui, bon. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais Aurélien Duhart, il avait fait une vidéo justement où il parlait du high kick et qui parlait de la symbolique pour réussir à faire lever le pied des gens. Et alors, Mhm. toi, concrètement, comment tu aides les gens à mettre la bonne intention dans le geste? Encore une fois, c'est tout à chacun. C'est chaque élève à son entrée, mais dans le geste, moi, je pense que il y a quand même un appui fondamental, c'est la posture. La posture de base, avant de démarrer mon geste, avant de faire mon geste, mon projet moteur, on l'appelle comme on veut, il faut que j'ai forcément des appuis, Mhm. un moyen, un but. Voilà, on va la faire très mental. Mais forcément, si je suis pas stable et pas équilibré, je vais avoir besoin de plus d'énergie, et surtout, je vais me déséquilibrer. Et nous, en termes de combat, Mm. je me mets en danger du contre.
je suis exposable. Mm. Donc, je pense que tout se joue d'abord sur un état de posture, un état de calme aussi intérieur, ça c'est sûr, et de stabilité. Donc, pour ça, il faut bien démarrer avec des bons ancrages. De toute façon, j'apprends rien là, je pense aux combattants. Et enfin, je pense de plus en plus, quand on est global, hein, parce qu'après, ça dépend vraiment des élèves et de l'approche de chacun, mais je mets de plus en plus la porte d'entrée de l'apprentissage d'un mouvement par ma posture de départ et mon intention de fin avec le regard. Ça, je pense que c'est mon approche de... Je peux moins me tromper quand je sais où je pars et je sais où j'arrive. Pareil D'accord. pour le mec qui tire sa flèche au tir à l'arc. Hein. Mm. Pareil pour celui qui va sauter sa haie, enfin, dans n'importe quelle discipline, pratique corporelle. Mais entre deux, il se passe plein de choses. Il se place du relâchement, il se place l'accordance avec l'autre et déjà l'accordance avec soi-même. Donc, je pense que la posture de départ de comment je me sens, est-ce que Mm. je suis ancré et que j'ai juste la bonne disponibilité. Et là, déjà, il se passe déjà beaucoup parce que souvent, on part de manière impulsive. On n'est pas relâché, donc on n'a pas accès aux espaces dont on avait besoin d'atteindre. Donc d'entrer bien dans ses pieds, bien dans ses ancrages et un regard un peu plus ouvert en direction de la sortie, comme en vélo, en moto. Hein. Tu cherches la sortie du virage. Bah déjà là, on peut avoir une approche du mouvement qui est différente, Mm. qui est un peu plus fonctionnelle. Mais voilà, c'est des grandes lignes. Après, ça s'applique un peu à chaque mouvement différemment. Mais je pense que voilà, si on cherche à être fonctionnel, être efficace, avoir de l'aisance, de l'économie, du confort, ouais, je pense que l'entrée et la sortie, c'est important. Voilà, je sais pas s'il y a des amateurs de vélo ou de moto, mais si je suis crampé dans mon guidon et un peu trop gainé, la sortie virage, je l'emmène pas, je l'approche pas, comme si j'étais détendu et que mon regard est déjà vers la sortie. Et je pense dans un mouvement, c'est de combat en tout cas, on s'y retrouve là dans cette métaphore. Oui, clairement, j'aime beaucoup la façon dont tu l'amènes, vraiment, voilà, se focaliser, si j'ai bien compris, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment enfin, se focaliser, c'est faire attention à sa posture de départ, savoir où on veut arriver et se relâcher entre les deux. C'est réussir à laisser couler entre les deux. Ouais. Alors ça, moi, je commence à m'inspirer un peu de l'aïkido. Et là, j'ai pas le temps d'en faire cette année, mais je vais bientôt démarrer ça. Parce que je pense qu'ils ont une lecture d'intention qui est plus sensible que nous, plus fine. Mm. Mais je crois que j'ai entendu quelqu'un comme Leo Tamaki qui parlait d'une zone à traverser finalement. Et moi, je le vois Mm. très bien. Nous, on apprend le mouvement du judo en 3 étapes. Hein, les gens qui m'ont appris le judo de manière traditionnelle en Tugurui, Kozuchi, Gake, déséquilibre, placement, Mm. projection. Donc ça, voilà, moi je peux parler de posture de base. Après, il faut déséquilibrer l'autre. Encore faut-il être équilibré. Mais dans ce placement, voilà, il y a une mise en danger. Il y a un minimum de mise en danger. Donc là revient le jeu de la mobilité. Si j'ai assez d'aisance pour me placer, je m'y retrouve. Et après, je retrouve la stabilité Mm. pour retrouver ma direction, ma sortie du virage, la fin de mon mouvement. Donc, il y a un moment donné, faut prendre un risque quand même, il faut se mettre en déséquilibre. Mais avec la répétition et le volume, on est de plus en plus relâché, donc de plus en plus économe et de plus en plus rapide finalement. Mhm. Je comprends, je C'est le comprends. paradoxe du mouvement, là, c'est un peu, je sais pas si je suis précis, mais c'est que il y a deux aspects dans le mouvement pour moi. Hein. Il y a la stabilité et la mobilité. Hein. Ta stabilité, tu la gagnes en étant sensible à ton centre, bien stable dans tes appuis dans ton centre, relâché aux extrémités, Mm. que tu fais appel pour ton placement. Et c'est là l'engagement de ta mobilité. Et voilà, on va pas épiloguer, mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses si le point de départ est pas bon. Oui, je comprends, mais du coup, ce point de départ, justement, tu dis se concentrer sur son centre, être relâché sur les extrémités. Euh, Est-ce qu'il y a des exercices pour réussir à se dissocier finalement ces deux parties-là? Parce que c'est vraiment de la dissociation, c'est-à-dire que tu as un endroit où tu vas être vraiment gainé et solide et l'autre, tu es relâché. Est-ce que tu as des exercices que tu conseillerais à un élève qui n'arrive pas à faire ça? Ce qui est difficile comme ça, te donner un exercice sans pouvoir le montrer et l'expliciter, c'est plutôt un cadre. Dans quel cadre je fais cet exercice? Si Mhm. on prend du Tondo Korenchu, Oui. en Tondo Korenchu, une pratique libre, donc sans partenaire, c'est la tendance depuis le Covid. Eh bien, si je veux trouver une dissociation, bah déjà avant de partir
de mon mouvement. Est-ce que je pars, et c'est ce qu'on fait tous dans une position de stress et d'apprentissage, en utilisant mes extrémités, parce que le stress, on est assez câblé, et le stress nous emmène beaucoup à se restreindre, à se gainer au niveau des épaules, des cervicales. Ou est-ce que je travaille avec mes pieds, mon centre, mon bassin? Parce que le mouvement, pour moi, dans beaucoup, il est initié par le centre, mais le centre est disponible et efficace si et seulement si j'ai des bons appuis. Mhm. Donc, à partir du moment où je fais mon Tando Korenchu, est-ce que je mets une valeur? On parlait tout à l'heure d'une valeur, un moment où qu'est-ce que je mets en avant dans la construction de mon mouvement? Est-ce que je mets une valeur au mouvement de mes bras? Ce qui sont efficaces à un moment, certes, mais pour moi, la plus grande valeur, elle est dans les pieds. Beaucoup, je suis toujours rappelé aux élèves, franchement, je dis, ressens ton orteil, quoi, tout simplement. Ressens ton orteil, parce que l'orteil, il va avoir un impact sur la stabilité, la direction du mouvement dès la base. Les chaînes musculaires font le jeu et s'engagent dans le bassin, puis les épaules. Et c'est la tête qui coordonne tout ça, qui engage le mouvement dans la bonne direction. Mais si tu es bien en appui dans ton orteil et que tu fais que tes mouvements, déjà, après, attention, je ne dis pas le mouvement, tous les mouvements, c'est l'orteil. Non, non. C'est que c'est une valeur, une attention portée pour ressentir davantage. Dans un objectif de stabilité, agilité, hein, c'est tout. Trouve un mouvement et donne-toi des indicateurs de réussite. Est-ce que je suis équilibré et disponible à l'entrée? Est-ce que je suis disponible et équilibré à la fin, à la sortie du mouvement? Mhm. Donc, dans le cadre du judo, j'ai trouvé l'équilibre d'entrée. Je me suis stressé et j'ai créé un mouvement qui est un stress, un déséquilibre. À la fin, mon intention est claire vers le hippon? Et ça, c'est tout doucement. Et on y va avec mouvement lent et en conscience. Et plus on mettra du volume, plus on mettra de la répétition, plus ce sera naturel. Et moins il y aura d'attention à porter. Et la tâche cognitive, enfin la charge cognitive, elle sera de plus en plus légère. Et de volume en volume, ça deviendra naturel. Et le mouvement sera efficace et avant tout, plus de plaisir. Parce Mhm. que plus on est relâché, mieux on se sent et plus on est efficace et on retrouve la dynamique de jeu. Voilà, c'est mon avis. C'est intéressant, ça, cette dynamique de jeu, ce relâchement. Alors, je me permets de faire un parallèle. Tu as parlé de Léo Tamaki, on a fait quasiment 7 heures d'interview avec lui. Et justement, D'accord. il y en a une où ça portait sur le relâchement, et notamment avec le travail avec Arm. Donc, je la mettrai en lien. Si vous voulez la retrouver, je la mettrai en lien là, juste en dessous. Euh, du coup, voilà, alors le jeu, on reviendra dessus vraiment sur la pédagogie, mais le plaisir, tu parles voilà, de jeu, tu parles pas de combat. Ça m'intéresse, c'est-à-dire que est-ce que tu penses que la mobilité peut s'apprendre ou peut se travailler dans une situation où il y a trop d'opposition? C'est tout l'enjeu en fait. C'est là où l'adversité devient intéressant. C'est que l'opposition nous pousse à. Il y a toute l'approche, on va dire, mentale, nous renvoie à nos failles à nous. C'est un miroir, hein, le partenaire, sur Mhm. l'adversaire. Ça dépend comment on voit les choses. Euh, donc finalement, un corps trop rigide, trop gainé, trop tonique, qui n'a pas accès à certains espaces, ne trouve pas d'efficacité. C'est un corps qui fatigue, c'est un corps qui est énergivore, c'est un corps qui se blesse. Ça, c'est évident. Et j'ai ce parti pris. C'est pour ça que je pense que de mon pratique perso, de m'être entraîné avec des volumes d'entraînement de dingue, que ce soit à l'INSEP, dans le parcours d'entraînement, sans contrebalancer, pardon, avec un travail de mobilité pour mieux récupérer, pour mieux se sentir, pour mieux jouer, pour tout ce qu'on vient de se dire, je pense qu'on perd en efficacité. Et puis de toute Mhm. façon, en bonheur, en plaisir, quoi. Enfin, c'est une qualité d'être qu'on cherche finalement dans le combat, dans le jeu, dans tout ce que je t'ai dit. Donc, Mhm. on n'est pas là pour se faire du mal, quoi. Même si le combat est rustre et dur, on est là pour trouver le meilleur angle, la meilleure énergie pour arriver à ses fins et faire chuter et trouver cette émotion de j'ai trouvé la perfection, j'ai trouvé ce kiff. Après, chacun il voit ce qu'il veut dans le combat, hein. Chacun vient chercher quelque chose, mais je pense que il y a une dimension plaisir à rendre les choses fluides et c'est pas toujours ça. Parce que Mhm. le combat, c'est du stress. C'est du stress, c'est un engagement émotionnel, c'est un engagement dans le corps, dans la fatigue, etc. Et on vient tout le temps, puisqu'aujourd'hui, je me pose cette question, pourquoi je m'entraîne? J'ai plus de but, j'ai plus de compétition, j'ai plus envie d'être champion du monde. Du Mhm. coup, qu'est-ce qui me fait pousser à aller faire des randonnées, des combats? Tu te dis, ah, mais quand même, finalement, soit tu restes dans une intention de il faut et toujours porter sur ton résultat de gagner, de vaincre, etc. Soit tu te reposes sur attends, qu'est-ce que ça va apporter en termes d'éducation, de sport, d'apport corporel, de santé,
c'était la première intention de notre fondateur, hein, du judo. Mm. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, tu te rends compte que l'adversité te montre tes failles. Ah Mm. ouais, je suis trop gainé, donc je suis énergivore, donc pas efficace. Donc, Mm. je crois que le créateur du judo, j'ai lu quelque part, il avait dit entrer par la technique, progresser sur la voie. Mm. Ça résonne pour moi. C'est l'adversité te pousse à trouver la technicité et la technicité te pousse à voilà comprendre un peu l'emploi de ton corps et ton esprit bien sûr sur quelque chose d'économe, d'efficient. Point barre. Ouais, c'est très bien dit. Merci, franchement, j'aime beaucoup. Euh, Toi, de ton côté, est-ce que tu penses que la mobilité permet une meilleure technique? Sans mobilité, est-ce que la technique devient plus limitée? Bah, c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire, je pense. La réponse elle est oui d'entrée pour tout le côté économe, minimaliste, Mhm. efficient. Voilà. Euh, Maintenant, je pense qu'on a accès à des segments, à des espaces, à des segments dont on n'a pas accès quand on est trop restreint Mhm. dans nos compétences motrices, quand on est trop gainé, trop, voilà. Tout ce que je viens de te dire en termes de récupération, tout ça. Mais Mhm. pour la technique, maintenant, je vois de plus en plus, et là, c'est vraiment une spécialité. C'est vraiment pas la technique, enfin, c'est ma façon de voir le mouvement aujourd'hui. Je me rends compte que dans la technique, finalement, le chemin le plus court n'est pas le plus efficace. Alors Mhm. là, pour le coup, au Newaza, dans les appuis au sol, c'est évident. Mhm. Debout, c'est pas toujours le cas, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que finalement, les raccourcis ne sont pas toujours. On a besoin des fois de faire des détours. Mhm. Donc, bien sûr, dans le principe d'action-réaction, de feinte, etc. Mais, mais finalement, en fait, voilà, un bras tendu ou des segments complètement mobiles, donc un doigt, un poignet, un coude, une épaule qui se plie et qui va accéder à d'autres espaces, nous crée des déséquilibres, c'est quand même le but du judo, Mhm. avec moins d'énergie. Et de plus en plus, je vais vers le mouvement spiralé. Et là, voilà, si on veut faire de la métaphore, bah, le forêt qui fore le matériel ou même le tire-bouchon, il est en spirale. Et il vient restituer beaucoup plus d'énergie que le marteau-piqueur. Tu Mhm. accèdes à tes fins en spirale plus facilement dans certains matériaux. Au sol, pour moi, c'est évident. Maintenant, je le vois vraiment et je l'emploie vraiment dans mon enseignement. Debout, c'est pas toujours le cas. Des fois, un raccourci, un déséquilibre frontal suffit. Mais je pense que les détours, nous en judo, on a des mouvements en cercle, permet de dégager une énergie cinétique importante, un déplacement important, en très peu de coups, en très peu d'engagement énergétique de la part de celui qui fait. Et en fait, ça, franchement, si on n'est pas relâché, dissocié, il y a des moments qui sont pas accessibles pour créer du mouvement spiralé. Voilà. Mhm. Euh, je je sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, mais Si, mais comme tu l'as dit, tu y avais déjà un peu répondu avant, mais je voulais avoir un avis clair dessus. Et du coup, tu as bien enrichi avec cette notion de mouvement spiralé. Alors, c'est marrant parce que tu dis, moi maintenant je m'y porte. Pourtant, ça fait des années que tu pratiques le judo, tu en as pratiqué des heures et des heures. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'est propre parce que avant tu n'y faisais pas attention, donc tu as mis du temps à porter une attention dessus? Ou est-ce que tu penses que c'est peut-être qu'il faut avoir un certain niveau de conscience pour prendre conscience de la puissance justement de la spirale, du fait de tourner, etc. bah bien sûr. Enfin, tu vois bien, c'est pour ça que c'est infini. En fait, c'est pas un sport. Ce qu'on fait, c'est une discipline, c'est une façon de voir les choses. Parce que bah, enfin, l'étude de la technique, enfin, je pense que je mourrais judoka. Et Mm. finalement, bah plus tu pratiques avec un niveau d'attention, un niveau de conscience, on dépend comment on voit les choses, plus tu vois des choses, ta perception s'aiguise. Et ces réponses-là, tu peux pas les avoir tant que tu n'en as pas besoin et tant que tu n'as pas ralenti. Mm. Tant que tu n'as pas ralenti, parce que faire du volume et répéter pour mettre de l'énergie au mauvais endroit, bah, ça sert à rien. Et c'est pour ça que des vieux te mettent une rousse alors qu'ils n'ont pas tes mêmes compétences cardio et musculaires. Ou Mm. voilà, c'est parce que ils ont une attention ciblée, un degré de conscience. Enfin voilà, c'est la pratique qui fait, c'est ça qui est beau et infini. C'est que tu accèdes à des sensations, des perceptions
de plus en plus riche et de plus en plus efficace. Enfin, je retombe beaucoup sur les mêmes notions finalement. Voilà, aujourd'hui, si je te ponds le mouvement spiralé, tiens, je vais te prendre une métaphore qu'une prof d'anatomie, une ostéopathe, Mhm. j'ai adoré. C'était des cours sur la respiration et en fait, on découvre, c'est infini le niveau de conscience. En fait, Mhm. le cerveau peut aller sur des états de conscience et de finesse très très fins dans tout, voilà. Et si on parle du corps, les afférences corporelles, c'est infini le degré de finesse. Et voilà, après un TD, on était vraiment très 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 étonnés sur les micro-mouvements qui peuvent se passer, toutes les étapes. Voilà, c'est notre métier en psychomotricité, donc Mhm. bien connaître le mouvement de la respiration. Et elle nous a donné, bah voilà, la respiration. Ce qui est intéressant, c'est comme un château fort qu'on ne connaissait pas les pièces, et à la lumière de la conscience, on vient ouvrir un petit peu des espaces, des portes. Et Mhm. c'est ça en fait, la respiration, comme n'importe quel autre mouvement. Ben, on vient un petit peu se rapprocher de ah, en fait, je savais pas que je pouvais faire ça. Mais en fait, c'est qu'il faut un niveau de vigilance, de conscience, on l'appelle comme on veut, et c'est pas réalisable dans le stress et l'agitation. Donc c'est pour Mhm. ça qu'il faut des temps à l'abri du combat, à l'abri du stress, pour ressentir. Donc des fois, il faut ralentir. Et ça fait plusieurs fois que tu parles justement de cette notion de ralentir, de doucement. Est-ce que toi, quand tu fais un cours ou un stage, tu prends souvent un temps pour travailler au ralenti, pour travailler au calme, ou pas du tout? Bah, bien sûr, là, on est au cœur du sujet parce que euh, dans la vitesse, tu peux pas prendre en considération, capter toutes les afférences que ton corps nerveux, les afférences sensorielles, on parle, t'envoie. Il y a un tri. Donc, au bout d'un moment, tu mets une valeur. Donc, Mm. souvent, dans le stress, tu mets une valeur juste au but. Mais avant tout ça, bah, ton mouvement, il y a plein de sensations et tu peux pas toutes les prendre. Tu peux pas savoir qui est en train de te regarder, si ton orteil il est bien posé, si ta main, si ton doigt. Non, il faut faire un tri. Et pour ça, dans la vitesse, on peut pas le faire. Alors que dans le ralenti, moi, je m'inspire un peu de ce qu'ils font en tai chi aussi. En décomposant le mouvement, on a accès déjà à des niveaux de vigilance et de stress qui font qu'on ressent mieux. Donc, on fait le tri sur ce qui est important. Mm. Donc voilà, pour certains, moi j'aime bien après donner des starters. Est-ce que ton mouvement, tu as envie de le démarrer et choisir de le démarrer dans une perception, une sensation d'un orteil bien posé, ou dans une hanche dirigée dans le bon sens, ou dans une épaule dirigée dans la bonne direction. Enfin, après chacun mettra sa valeur dans le Mm. mouvement. Encore une fois, chacun a son mouvement. Mais en effet, la vitesse d'exécution joue sur le niveau de perception. Mm. Donc ralentissons. Pour après gagner en vitesse, en efficacité, hein. Un mouvement bien programmé calmement. Après, voilà, j'aime bien dire, si on fait un truc un peu plus productiviste, bah, dans les usines, la R&D, la recherche et développement, Mm. elle prend son temps. Elle Mhm. prend son temps de prendre toutes les composantes du produit pour après l'envoyer, voilà, à la production. Et après, ça débite. Bah là, c'est pareil, un travail de réflexion, de ralenti, de ressenti, pour après envoyer du volume et puis réfléchir, pas être dans le contrôle moteur et dans le volume, ressentir, mais avec de la vitesse et des dizaines, des centaines d'Ichikomi de répétition. Mm. Je comprends. Merci, ça me donne encore plus envie de faire un stage avec toi. D'ailleurs, en ce moment, ben, Arthur propose sur son Instagram des cours taïso, des cours judo. Newaza, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, alors Ah, c'est une idée qui est venue. Bah, du coup, il y a pas mal de gens, notamment les adultes, hein, les jeunes, ils ont des dojos qui s'ouvrent, qui se referment, qui s'ouvrent, qui se mm, referment. Les adultes, ça fait un moment, ils ont plus de dojo. Bah, finalement, j'ai décidé d'ouvrir un cours en ligne, donc des cours en ligne, pardon. Donc il y a le cours Taiso, pour ceux qui savent pas, bah, c'est juste la partie préparation du corps qu'on faisait au Japon et chez mon père, une partie pour s'échauffer. Donc là, je mets vraiment l'accent justement sur ce ralentissement, sur la respiration, sur la prise de conscience des appuis et de l'intention pour gagner en mobilité. Donc là, c'est spécifique mobilité. Et puis des cours de judo et de newaza aussi. Et ça commence à venir. Et voilà, et dans un registre un peu entraide, prospérité mutuelle, hein, une valeur qui nous est chère, bah, c'est au chapeau. Les gens viennent s'ils ont envie, l'entrée est libre et le tarif est vraiment libre. ben, c'est vraiment génial. Merci pour toi, pour tout, pardon, le temps que tu prends toi, parce que tu as tes études à côté, tu as ton entraînement et tu prends le temps de faire ça. Voilà, j'ai juste envie de t'applaudir parce que c'est des démarches comme ça qui font que tout le monde progresse, comme tu le disais, entraide et prospérité mutuelle. Mais je rajouterai un truc, si tu veux bien, Marvin, c'est que finalement, j'invente rien. Enfin, je reviens vraiment aux origines, c'est-à-dire que toute cette approche, bon,
la conscience du mouvement, tout ça, c'est peut-être les études et tout mon bagage pratique. Mais aujourd'hui, sur le plan théorique, spirituel, connaissance, on l'appelle comme on veut, retourner un petit peu aux origines de l'art martial, c'est quand même à la fois cicatrisant et ça résout pas mal de questionnements dont j'avais pas de réponse. Et il y en a plein encore dont je n'ai pas de réponse. Du fait d'avoir arrêté ma carrière sur blessure, à cause d'une arthrose trop précoce, etc. Et finalement, on se rend compte que ça n'est pas que du sport et dans un but de résultat. C'est bien dans la méthode et dans le moyen qu'on s'épanouit et qu'on progresse et qu'on kiffe. Tu vois, on peut en parler des heures. Ouais. Et revenir un petit peu à des concepts martiaux sans trop s'y perdre, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, je me permets aussi de te renvoyer merci parce que je pense que à un moment donné, on fait pour faire. On ne sait plus un peu le sens et on a besoin de mettre du sens. Et je trouve que la philosophie martiale, elle peut être intéressante. Après, chacun sa paroisse, mais je pense qu'on dit à peu près les mêmes choses partout. Et je pense que c'est bien de vulgariser quelques notions, sans s'y perdre. Je te remercie. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Le fait d'échanger sans se perdre, c'est hyper riche. C'est pour ça qu'on interviewe autant d'auteurs, d'acteurs. C'est pour ça également qu'on écrit sur le blog. D'ailleurs, je me permets de rebondir. On a un e-book avec 15 experts qui ont participé, notamment au judo. On a Patrick Roux sur des conseils pour améliorer. C'est téléchargeable, c'est gratuit, c'est pareil. Ils ont fait ça gratuitement. Voilà, la mise en page, tout ça, ça a été fait. C'est pour vous. Vous aurez le lien juste en dessous. Et voilà, je te rejoins. On retourne souvent sur les origines. Je pense à la prépa mentale. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les arts martiaux traditionnels, hein, que ce soit d'Europe ou d'ailleurs, qui sont fortement ancrés dans la préparation mentale. La routine, etc. Nous, on a la routine, on a le Seiza, certains ont mis un Moxo. Mais c'est toi, la démarche que tu as d'entraide et prospérité mutuelle m'a vraiment touché. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce travail avec toi. Parce que voilà, tu es dans quelque chose de très positif, tu prends le temps d'expliquer les choses. Et vraiment, je vous invite à aller sur son Instagram. Il a toujours des contenus qui sont hyper pertinents et enrichissants. Et quand vous lui posez une question, il répond et il vous explique clairement pourquoi ou s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris. Donc vraiment, enfin voilà, c'est pas tout le monde qui a ce temps. Je me permets une chose, Marvin, excuse-moi, mais je suis le premier à dire allez enrichir votre créativité et votre connaissance dans les contenus. Encore une fois, attention de ne pas s'y perdre. On cherche souvent des réponses, mais souvent on les a déjà. La preuve, l'histoire fait qu'on répète les mêmes choses tout le temps. Tu dis la prépa mentale, et puis si tu reviens dans les textes, partout on retrouve les mêmes choses. Donc à un moment donné, aujourd'hui, on est dans une situation où on a accès à beaucoup de connaissances, beaucoup de contenus. Le danger, c'est de pas oublier que c'est en direction du dojo ou de son quotidien. Et ça, je mets quand même un point de vigilance parce que ça va vite de chercher des réponses sur un écran, dans des livres. En fait, il y a que l'expérience, quoi. Enfin, et au bout d'un moment, il faut s'approprier des outils et les exécuter parce que sinon, ça va vite d'aller d'outil en outil. Et je suis dans un grand appétit intellectuel, comme beaucoup, je pense. Et à un moment donné, faut ressentir et mettre du volume, quoi, et répéter. Moi, j'ai Armand Vallée, le fondateur de l'école du Jiu-Jitsu qu'on pratique souvent, qui dit ça sert à rien de savoir faire la plus belle pompe du monde si on la fait jamais. Donc, c'est ça. voilà, donc il faut savoir aussi appliquer. Je suis 100% d'accord avec toi. La carte n'est pas le territoire. Exactement. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose sur la mobilité, un point que tu aurais voulu développer, que je t'ai pas laissé l'opportunité? Non, on peut en parler sans cesse. Maintenant, non. Pratiquons, inspirez-vous des contenus, mais surtout ressentez et appropriez-vous le mouvement parce que voilà, j'ose parler à ton audience comme ça. Ah oui, mais vas-y, n'aie pas peur. Ils sont gentils, ils mordent pas. Non, j'espère les croiser déjà dans les dojos parce que c'est l'essentiel. Mais tant qu'il n'y a pas de dojo, on fait comme on peut. On pratique chez soi. Mais je pense voilà, c'est un rendez-vous, on s'adapte, on vient un peu trouver ses propres réponses. Parce que d'habitude, on attend les réponses du prof, du maître, de l'entraîneur. Et ça crée un petit peu dépendance. Et deux, ça crée un peu des choses qui sont pas si cohérentes sur le plan psychomoteur, corporel, parce que on n'a pas la même agilité, on n'a pas la même disponibilité, la même force, les mêmes disponibilités que le prof ou celui qui montre. Et il faut peut-être s'approprier un peu son mouvement, quoi. Ah ben là, tu vois, je rebondis une deuxième fois sur Léo Tamaki qui disait, je crois que c'est dans la première interview qu'on a faite avec lui,
Il disait, moi je suis un enseignant, je suis comme une mère. Le but de l'enseignant, c'est être comme une mère. Il faut que tu le rendes autonome, tu vois, et j'ai l'impression que tu tends vers ça, c'est-à-dire donner l'autonomie à la personne dans ce que tu dis là. Mm. Moi, je dirais un pivot. Voilà, je sais que sans doute, moi, j'aime bien dire un pivot. T'orientes. Mm. Voilà, chez les plus jeunes, bien sûr, il faut pas se mentir. Les petits, ils sortent pas le plus bel attaque et le plus beau décompte à 4 ans. Ben non, oui, il faut. Mais en grandissant, je pense qu'il faut sortir du côté magistral. Je sais, je te donne. Et Mm. plutôt, je donne des conditions d'émergence pour que tu trouves ton mouvement. Voilà. Mm. Très très beau message. Je te remercie vraiment. Voilà, bah écoute, merci pour ta passion. Est-ce que de ton côté, tu as une question que tu aurais voulu me poser, toi? Je Ah, c'est une clôture bonne question, ça. je clôture toutes les interviews comme ça, donc Euh, c'est une bonne question. Bah, tout simplement, à quoi bon être mobile? à quoi bon être mobile si on n'est pas tactique, c'est ça que tu veux dire? Ou juste à quoi Ah, mais bon? non, mais je te la pose aussi ouverte que ça, quoi. Ah À ouais, quoi bon d'accord. être mobile au-delà du dojo, je dis bien. À quoi Ah, bon être mobile dans ta vie de tous les jours? alors, je vais rebondir. Il y a un invité, c'est Xavier Duval qui m'avait parlé des centenaires, des Jeux Olympiques des centenaires. Tu en as entendu parler de cette notion? Non, non. C'est en gros, tu pars de tes 100 ans et qu'est-ce que tu aimerais faire à 100 ans? Donc à 100 ans, Hum, tu aimerais soulever tes petits-enfants, tu aimerais pouvoir cuisiner tout seul, tu aimerais pouvoir aller marcher un peu dans la rue. Et partant de là, tu régresses et tu vois ce qui est important. Et je pense que quand on fait ça, justement, moi, il m'a posé cette question, j'ai réfléchi et je pense que ce qui nous est le plus cher à nous, êtres humains, c'est la mobilité. Si on n'est plus mobile, si on n'est plus capable de se déplacer, on va vraiment souffrir. C'est vraiment ça qui fait qu'on a un lien social. On peut avoir, par exemple, du mal à parler ou des choses comme ça. À partir du moment où on est avec les gens, déjà, on est dans la société. Si on n'est plus mobile, on n'est pas capable de rentrer dans la société. Et alors, c'est dès aujourd'hui qu'il faut en prendre soin de cette mobilité et faire attention, comme tu le disais, pas forcément à tirer sur les ligaments, mais faire attention à son corps, en prendre soin et vérifier qu'on peut avoir une amplitude de mouvement. Quand on ne peut pas travailler, comme tu en parlais tout à l'heure, par exemple sur les trigger points, aller voir des ostéopathes, tu en as parlé, voilà, aller voir des spécialistes. Parce que si on n'est pas mobile, si aujourd'hui on est bloqué à 30, 40, 50 ans, qu'est-ce que ça va être dans 20, 30 ou 40 ans? La relation de cause à effet, tu l'as très bien faite. Voilà. La motivation ultime de la motricité, c'est les aspects relationnels, expressifs et émotionnels. Hein. Il faut, voilà, on va s'arrêter là, mais je pense sincèrement que c'est prendre soin de soi maintenant, c'est réussir tes Jeux Olympiques de 100 ans. Ouais, voilà, on est 100% d'accord. Mais ça, on va y revenir sur une prochaine interview qu'on fera ensemble sur le sport santé. Là, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont vous intéresser. En tout cas, Arthur, je te remercie pour le temps que tu as pris, vraiment. Et je te dis à très vite. Eh bien, à bientôt et bravo de t'engager dans cette direction et bonne pratique à tous, tout simplement. À bientôt. À bientôt. Tchouvaï!